Monsieur, Benatella, bonjour. Mmh. Heu, voilà, c'est votre immersive encore une fois, c'est la deuxième partie de, cette belle rencontre. Je suis très ravie vraiment de vous recevoir à l'immersive. À la première partie, nous avions, promis qu'on allait, effleurer, évoquer et peut-être aller plus en profondeur par rapport à ce que l'OTAN a appelé le concept stratégique, à ce que l'Union européenne a appelé la boussole stratégique. On va peut-être aussi parler de la dernière entité, la dernière née, j'allais dire, la CPE, c'est-à-dire la Communauté politique européenne. Et pourquoi pas, on va évoquer, je vous demanderai une lecture à vous des résultats du vote de l'Assemblée des Nations Unies par rapport à l'annexion de la Russie du Donbass, des quatre régions de l'Ukraine. Mais avant, Monsieur Benatala, est-ce que ce n'est pas la dégradation des relations entre l'OTAN et la Russie qui est à l'origine de ce conflit ukrainien? Écoutez, les relations entre l'OTAN et la Russie sont éminemment complexes. Une interaction énorme entre le diplomatique, le stratégique et le désarmement ou le réarmement, cela dépend. Et donc c'est une matière en elle-même très compliquée. Et évidemment, on peut remonter très loin pour essayer d'expliquer le présent. Mais je me limiterai, je prendrai plutôt comme point de départ pour expliquer cette dégradation et cette chute de la confiance entre la Russie et l'OTAN. Comme point de départ, disons la chute du mur de Berlin et les négociations qu'il y a eu à ce moment-là entre les chefs d'État et ministres occidentaux. Et occidentaux, quand je dis occidentaux, cela signifie les quatre grands pays qui tutélaires de Berlin-Est, plus l'Allemagne, essentiellement l'Allemagne de l'Ouest, bien entendu, avec le chancelier Kohl et le ministre des Affaires étrangères Genscher. Si on prend cette période pour point de référence, eh bien, il faut garder à l'esprit ceci. Garder à l'esprit que ce que Poutine a dit lors de la conférence de Munich s'est vérifié par la suite, parce que les commentaires qu'il y a eu ont démenti le fait qu'il y ait eu des assurances ou des garanties de sécurité qui auraient été données à la Russie à ce moment-là. Alors, on ne peut pas parler évidemment de garanties de sécurité parce qu'elles n'ont pas été cristallisées dans un accord, mais il y avait des gentleman agreements, des échanges de lettres entre les différents pays occidentaux, des lettres, des échanges, des concertations croisées au plus haut niveau, en même temps que se déroulait la négociation sur la réunification de l'Allemagne. Et alors, il y a eu un entendement, un deal sur lequel les Occidentaux se sont mis d'accord pour éviter, pour garantir la sécurité à la Russie, pour qu'il n'y ait pas d'expansion vers l'Est des pays d'Est qui sortiraient du pacte de Varsovie. Et le président Bush, par exemple, en donnant des assurances à Gorbatchev, a dit je ne vais pas sauter le mur de Berlin. Et le ministre des Affaires et le secrétaire d'État Baker a laissé un mot qui est resté dans les dossiers diplomatiques, pas un pouce de plus vers l'Est. Et de même, le chancelier Kohl, de même le ministre des Affaires étrangères Genscher ont tour à tour donné ces assurances, des assurances au président Gorbatchev et par la suite aussi à Helsinki. Donc tout cela a été démenti. Alors quand le président Poutine en a fait état, cela fait un peu scandale. Et on dit, bon, tout cela n'est pas vrai, c'est juste une justification pour expliquer la position estimée offensive de la Russie. Et en fait, tout cela est vrai et documenté.
et les derniers documents déclassifiés de tous les côtés, mais essentiellement américains et britanniques, font état de ces échanges d'assurance donnés à la Russie, à savoir que le Lebensraum russe, dont on parlait hier, serait respecté, qu'il n'y aurait pas de poussée vers l'Est, que les Américains, je pense que c'est le président Bush qui l'avait affirmé, ne profiteraient pas de la faiblesse de la Russie pour faire reculer les frontières occidentales à cheval sur les frontières russes, et que le deal serait le suivant, donc une réunification de l'Allemagne, mais une Allemagne unie au sein de l'OTAN, et en même temps, hors de question qu'il y ait cette poussée vers l'Est. Ce deal visiblement n'a pas été respecté. Je ne connais pas les raisons. Il faudra lire tous les documents qui ont été déclassifiés, mais en l'état des choses, cela est tout à fait avéré. Et à raison, les différents présidents russes qui se sont succédés se sont sentis trahis. Donc, le président Poutine en a fait état, Eltsine en a fait état, et Gorbatchev aussi en a fait état. Alors, ajouter à cela, plus tard, il y a eu une espèce, parce que parfois, vous savez, c'est une espèce de jeu de poker menteur, menteur. Et par exemple, il y a eu des jeux tactiques pour vérifier de la part de la Russie, pour vérifier que les engagements de non-expansion vers l'Est étaient valides, étaient vérifiés ou pas, que ce soit par Gorbatchev ou plus tard par Poutine. Gorbatchev avait proposé, me semble-t-il, au président Bush, il a dit, écoutez, nous sommes, au secrétaire d'État Baker, écoutez, puisque vous dites que l'OTAN n'est pas dirigée contre la Russie, alors je pourrais considérer l'option d'une intégration de la Russie dans l'OTAN. Et Baker a répondu, c'est un rêve. Plus tard, le président Poutine, recevant le cinéaste américain Oliver Stone, il a dit, ça a été repris dans une interview officielle, je me rends en visite à Washington et je vais explorer la possibilité d'une intégration de la Russie au sein de l'OTAN. Plus tard, je n'ai plus la date en tête, un ancien ministre de la Défense allemand et des experts allemands de la Défense ont ouvertement, dans une lettre ouverte, proposé que la Russie intègre l'OTAN. Pourquoi? Pour faire face à l'émergence de menaces asiatiques, en arrière-fond la Chine. De même, un ministre polonais, un ancien ministre polonais, Sikorski, me semble, je crois, avait fait la même proposition dans une tribune, dans un journal, recommandant l'intégration de la Russie. Polonais. Donc, il savait de quoi il parlait. Donc, de ce point de vue, cela représentait pour lui une garantie de sécurité pour la Pologne et une garantie de sécurité et une assurance de sécurité. Alors que parmi les pays de l'Union européenne les plus hostiles à la Russie, c'est la Pologne. Hein. C'est un secret pour personne. Oui, on est bien évident. Moi, je vous parle de l'époque, de la manière dont tout cela s'est négocié. Évidemment, il y a eu il y a tout un changement d'époque, de changement de donne. Et dans les documents qui ont été déclassifiés, une opinion était réservée sur ce processus. C'était l'opinion du patron de la CIA, Gates, qui a fait une autre interprétation de la situation et qui a écrit que la Russie s'est laissé croire qu'il n'y aurait pas d'expansion vers l'Est. Donc, mais c'est la seule voix apparemment dissonante
dans cette cohérence, ce consensus occidental pour donner à la Russie son libre selon et des assurances de sécurité. Donc tout cela, par le suite, a été renversé, la donne a été changée. Alors, bien entendu, après, la Russie est entrée en discussion avec l'OTAN. En 1987, il y a eu cet acte fondateur de la relation entre la Russie et l'OTAN. Plus tard, il y a eu le conseil Russie. Non, d'abord, la Russie a été intégrée dans le Conseil de partenariat euro-atlantique, c'est-à-dire un pays parmi d'autres. Et après, il y a eu la création du Conseil de coopération, du Conseil Russie-OTAN, qui était une avancée majeure, c'est-à-dire que la Russie était un pays membre à égalité de droits, siégeant dans la même salle, à égalité de droits avec les pays membres de l'Alliance pour discuter dialogue et coopération. Et d'ailleurs, profitant de cela, l'Alliance Atlantique avait demandé à la Russie des facilités pour faire transiter le matériel des pays de l'Alliance vers l'Afghanistan. Les Russes avaient accordé des facilités, mais seulement pour le matériel civil, et ils ont décliné d'offrir, par exemple, ce que l'OTAN demandait, des hélicoptères d'attaque pour l'Afghanistan. Donc, Tout cela s'est passé avant la chute du mur de Berlin. C'est passé après la chute, bien entendu. Là, on est bien après la chute. Tout cela, c'était, si je parle de l'Afghanistan, c'est... La conclusion d'accords de coopération entre la Russie et l'OTAN a eu lieu après la chute du mur de Berlin, et par conséquent, la Russie n'était pas un membre à part entière de l'OTAN, mais un membre partenaire, on va dire. C'est cela. Tout cela s'est passé entre 2001 et 2009. Alors, parce que vous n'avez pas indiqué les dates, je me posais la question. Oui, vous faites bien, entre 2001 et... Vous avez parlé de 1987 et là vous passez à 2001, donc il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé et beaucoup d'événements qui se sont passés. Oui, effectivement, parce que c'est pour ça que je vous ai dit la situation est complexe, les relations entre la Russie et l'OTAN sont complexes. Et c'est toute une série de dialogues, de tensions, de reculs entre les deux camps. Bon, mais en même temps, l'OTAN s'est engagée dans un quasi-processus d'intégration de l'Ukraine. En même temps qu'il y avait le dialogue avec la Russie, il y avait le dialogue avec l'Ukraine. Et les choses ont commencé à avancer en 1994 à l'Ukraine lorsque ce pays a été intégré dans le partenariat pour la paix. Ensuite, ils sont passés à une vitesse supérieure en 2009 lorsqu'ils ont ouvert un processus d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. L'Ukraine est allée plus loin en 2017 en adoptant une résolution d'intégration pour l'intégration à l'OTAN. Et plus tard, en 2009, me semble-t-il, en 2020, en 2020, il y a eu une décision, l'Ukraine a adopté une stratégie d'adhésion à l'OTAN. Donc après, les choses se sont accélérées et vraisemblablement se sont accélérées aussi avec Zelensky. Donc ça, c'est tout le background qu'il y a entre la Russie et l'OTAN, très imparfait, à grands traits. Et au bout du compte, c'est effectivement une dégradation des relations, ce qui explique qu'il y a eu cette baisse de la relation de confiance entre la Russie et l'OTAN. Et pendant les négociations auxquelles vous avez fait référence, les négociations, je ne dirais pas négociations, rencontres et discussions entre le secrétaire d'État américain Blinken et le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov, il n'y a pas eu véritablement de négociations, c'était des rencontres, des discussions. Le secrétaire d'État américain mettant en garde la Russie contre une entrée en guerre
une entrée en guerre en territoire ukrainien. Et de son côté, le ministre russe qui demandait des assurances de non-intégration de l'Ukraine, c'était les points essentiels, de non-intégration de l'Ukraine à l'OTAN. À l'OTAN, mais les deux, sachant que l'autre ne pouvait pas donner pareille assurance. Il était trop tard pour l'OTAN de donner quoi que ce soit parce que le processus était engagé et visiblement les États-Unis s'étaient préparés à une confrontation éventuelle. Et de l'autre côté, du côté russe, ils ne se voyaient pas faire sortir la Roumanie et la Bulgarie, parce que c'était aussi une demande de la Russie, de l'OTAN, et de mettre par écrit que l'OTAN n'intégrerait pas l'Ukraine. Or, l'OTAN avait déjà pris option pour dire qu'elle laissait la porte ouverte à l'Ukraine. C'était un pays souverain qui lui revenait de décider de ce qu'il voulait. Donc, à ce moment-là, au moment de ces négociations, il était des deux côtés, les deux côtés savaient qu'il n'y aurait pas de point d'accord et les deux côtés avaient préparé l'alternative. Est-ce que justement, M. Benatella, est-ce que ce n'est pas les négociations ou les tractations diplomatiques entre les deux chefs de la diplomatie, en l'occurrence russe et américain, Blinken et Lavrov, qui n'ont pas abouti, hein, qui ont mené à ce que la Russie prenne la décision d'envahir l'Ukraine? Écoutez, comme je vous l'ai expliqué, c'était des négociations où des deux côtés savaient que les dés étaient jetés. Et donc, bien évidemment, les Américains renseignés savaient que les troupes étaient déjà du côté de la frontière et les Russes étaient, à mon avis, conscients que les Américains ne céderaient à un moment de grande tension à une demande russe qui n'a pas été satisfaite des années précédentes, à des moments où il n'y avait pas une pareille tension. Donc, c'était une négociation qui n'allait pas être couronnée de succès, mais en même temps, les deux pays s'étaient préparés aussi à l'échec et gérer des situations post-échec, à savoir un conflit. Mmh. La rencontre, hein, très médiatisée du français Emmanuel Macron avec son homologue russe, Monsieur Poutine, ne servait à rien alors, hein, c'était juste les Européens et vous disiez que les dés étaient jetés et le jeu se passait entre les deux grandes puissances que sont les Américains et les Russes, mais alors quel rôle pouvait jouer l'Union européenne en tant que grande entité ou alors les grands pays qui sont membres de cette union, en l'occurrence l'Allemagne, la France, éventuellement l'Espagne, l'Italie? Est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose pour faire en sorte que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine, à votre avis? Je voulais expliquer tout à l'heure, à ce niveau d'enjeu, les décisions sont prises entre les Américains et les Russes. Ça me semble évident. D'autant que, du côté occidental, le message était un message de fermeté, d'unité, et cela signifie que le seul porte-parole, négociateur en chef, ce sont les États-Unis. Que le président français prenne une initiative de dialogue pour tester et voir de lui-même ce qu'il en était est tout à fait méritoire. Mais enfin, les clés de la solution ne sont pas entre les mains. D'autant que il y a eu cette déclaration très influente au sujet de l'OTAN. Alors, d'un côté, s'exprimant de la France, bien évidemment, est-ce qu'il pouvait influer d'une manière ou d'une autre sur une décision de l'OTAN qu'il venait à peine de discréditer? Donc, c'est assez complexe. Et dès lors que les autres pays européens étaient déjà en syntonie avec les États-Unis, eh bien, ils attendaient le mot d'ordre américain pour pouvoir prendre une initiative. Donc, il n'y a rien qui puisse se faire indépendamment des États-Unis de manière autonome à ce niveau d'enjeu.
Donc, vous voulez dire que tout se joue au niveau des Américains, mais aussi au niveau de l'OTAN. Vous avez parlé de Macron, j'imagine, là, quand vous avez parlé, quand il avait annoncé au reste du monde que l'OTAN était rappelez-moi son expression, hein, il était dans le coma, ou il était dans un état comateux, ou euh, en mort clinique, ou quelque chose dans ce goût-là. Et si on faisait un peu la relation de l'OTAN et ses membres, et ce qu'on appelle ici en Europe la boussole stratégique. Oui. Et la question? La question, qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à cette boussole stratégique qui a vocation à mettre ensemble tous les pays de l'Union européenne en matière de sécurité et de défense? Est-ce que cette boussole stratégique pourrait éventuellement permettre à l'Union européenne, aux pays de l'Union européenne, de s'émanciper de l'OTAN, par exemple? Écoutez, dans le sens, le débat est très ancien, il ne date pas d'aujourd'hui. Cette boussole stratégique est une actualisation des politiques précédentes, des stratégies précédentes. Elle a explicitement rajouté la Chine comme challenger de ses intérêts. Elle a malheureusement rajouté l'Afrique du Nord. Elle a développé l'idée d'une politique spatiale. Elle donne mandat à la Commission pour plus d'investissements dans le domaine de l'armement. C'est des éléments certes nouveaux, mais la question que je me suis posée a priori, c'est cette référence à la boussole. À la boussole, est-ce que cela signifie qu'auparavant, l'Union européenne était déboussolée et qu'elle a présent besoin de prendre un cap, mais au moment où elle le prend, le cap de la boussole, dans les circonstances présentes, est définitivement orienté vers Washington. Il n'a beau tourner sur un angle à 360 degrés, il sera toujours bloqué sur Washington. Et c'est comme ça que le rapport de force l'indique. Alors, a fortiori dans les circonstances présentes, le top est donné par les Américains. Et boussole stratégique ou pas, il y a une boussole plus forte, c'est la boussole du Pentagone. Et c'est celle-là qui aimante les sous-enjeux américains, qui d'ailleurs n'entrent pas en conflit avec la grande boussole américaine, mais elles se disent complémentaires. Mais complémentaires en quoi? C'est aussi un objet de débat. Et toujours est-il que dans les circonstances présentes, le constat suivant est à faire concernant la politique européenne de sécurité et de défense, ou même de l'affaiblissement, de ce qui me semble être l'affaiblissement de l'Union européenne dans ce conflit avec l'Ukraine. Vous pouvez passer les politiques une par une, les politiques communautaires une par une. La PESD, elle est en grande difficulté, puisque c'est le Cheikh el-Qabila, comme on dit chez nous, c'est le Cheikh el-Qabila, le chef des tribus qui décide en matière stratégique. Deuxième politique. Et qui est le chef de la tribu? Les États-Unis, soyons. Ah oui. J'espère que vous m'avez compris, Cheikh Oui. el-Qabila. C'est le chef de tribu américain. La deuxième politique véritablement mise en difficulté, c'est la politique budgétaire. Tous les pays de l'Union européenne quasiment sont en déficit. Et même le paramètre des 3%, vous conviendrez avec moi que plus personne n'en tient compte et que même l'Allemagne va s'endetter pour financer la guerre et financer aussi son réarmement et sa doctrine sur plusieurs années. Difficulté aussi de la politique de la concurrence de l'Union européenne, dès lors que les Allemands mettent 200 milliards sur la table pour soutenir les entreprises américaines, eh bien, c'est la politique de concurrence interne, le marché unique de l'Union européenne qui est en difficulté. Donc, les règles fondamentales
de l'Union européenne sont mises en difficulté dans la conjoncture présente. Autre élément, la politique énergétique. J'étais ambassadeur à Bruxelles lorsqu'il y avait un grand débat sur les relations avec la Russie. Il y avait des mésententes sur les clauses de restriction dans les contrats avec la Russie, mais il y avait un dialogue, il n'y avait pas de confrontation, et à ce moment-là, le président Barroso, à l'époque président de la Commission européenne, avait fait un cheval de bataille, et l'Union européenne est sortie avec une politique énergétique intégrant la Russie, mais nullement ce qui se passe à présent de rupture complète avec la Russie. Donc, y compris la politique énergétique de l'Union européenne, est complètement mise à plat. Alors, vous avez dit tout au début de la première partie, M. Benatala, ce qui rejoint ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le but, c'est de décrocher le wagon russe du reste de l'Europe. Non, attendez. On y est? Ça n'est pas, attendez, ça n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai cité un intellectuel russe qui, parlant de l'âme russe et parlant d'une civilisation russe, a dit qu'il faut décrocher la Russie du wagon occidental. Ça n'est pas mon propos. Est-ce qu'on y est désormais? Écoutez, ce n'est pas à moi de l'affirmer ou de l'affirmer. Moi, je fais un constat des difficultés des politiques communautaires et que je viens d'énoncer. Un dernier élément, sans doute, je vois que là, les derniers temps, lors de la crise de la pandémie, disons Covid-19, l'Union européenne s'est retrouvée en difficulté. La Commission européenne avait une politique sanitaire, sauf que il y a eu des commandes massives auprès de Pfizer, et donc cela signifie que d'une autre manière, les Américains sont entrés dans une politique communautaire à travers à travers ce canal, à travers le canal des vaccins. Donc, alors, quand vous prenez ce petit spectre des politiques communautaires, là, j'aurais tendance un peu à relativiser ce concept de boussole à 360 degrés. Donc on y est très loin, hein, cette boussole. On verra, hein, c'est une sorte de feuille de route, hein, très détaillée en matière de sécurité et de défense de l'Union européenne. On suivra, je suivrai en tant que journaliste accrédité à l'Union européenne. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet aussi qui concerne l'Europe et qui est cette nouvelle entité qui n'a rien d'officiel et qui s'appelle la Communauté politique européenne. J'aimerais vous entendre donc et qui a vu, hein, la tenue de sa première réunion. Il s'agit de 44 pays européens de l'Europe géographique, à l'exception bien sûr de la Russie, bien sûr à l'exception de la Biélorussie aussi. J'avais noté aussi à l'époque, puisque j'ai suivi cet événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, l'absence des micro-États comme le Vatican, le Monaco, Andorre et Saint-Martin. Vous saviez, vous, que M. Macron est le prince d'Andorre? Je vous laisserai pas réagir, c'était pour rire, mais restons sérieux, franchement, parce que c'est sérieux. Parlons de cette CPE. Écoutez, la CPE, il faut la contextualiser. Donc, c'est la contextualiser dans l'ensemble des éléments dont nous venons parler. C'est une initiative française. Je pense que la France a voulu prendre une initiative pour exister sur un plan diplomatique, pour donner peut-être un gage aux États-Unis et pour relayer aussi le message américain. Le message américain étant celui d'une Europe forte, d'une alliance forte et comment dirais-je, d'une opposition forte
à la Russie. Alors, là, peu importe le format, toujours est-il que le président français a repris à son compte ce message qui est un message américain. Maintenant, elle peut jouer un rôle complémentaire avec le rôle de l'Allemagne. Cela n'est pas tout à fait incompatible. Et disons que sur un plan diplomatique, lorsqu'un chef d'État prend une initiative de ce genre, il est toujours difficile de décliner l'invitation. Donc, on y va, on accomplit son devoir, on rassure et on remercie le pays qui en a pris l'initiative. Maintenant, quelle est sa durée de vie? Je ne peux pas vous le dire, mais pour autant, ce qui va véritablement déterminer le cours des choses, c'est un dialogue à haut niveau entre le président américain et le président russe. Stop. Mmh. Ça fait, en fait, c'est pas la première initiative de ce genre, hein. Tout le monde, on a tous pensé à François Mitterrand, hein, en 1989, si je ne m'abuse. Il avait lancé plus ou moins la même, initiative. J'aimerais vous entendre tout à l'heure réagir par rapport à l'Union pour la Méditerranée, qui était d'abord l'Union méditerranéenne au temps de monsieur Sarkozy et à la même, à l'époque où la France avait aussi la présidence tournante de l'Union européenne. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui croient, dur comme fer, que rien ne se décide au niveau de l'Union européenne sans l'aval, sans la coordination et le feu vert des Américains? Non, pas jusque-là. Là, on était sur un plan stratégique. Là, on est sur un plan, sur une politique de l'Union européenne. C'est une politique de voisinage. C'est une politique de rapprochement avec les pays sud de la Méditerranée. Les Américains n'interviennent pas systématiquement sur cela. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Mais en revanche, il faut prendre cette initiative, cette petite micro-entité d'Union pour la Méditerranée, pour ce qu'elle est. Moi, je l'avais perçue à l'époque parce que j'étais proche, j'étais directement ou indirectement impliqué dans les discussions, y compris dans la réunion finale à Marseille en 2009, me semble-t-il. Et alors, moi, je l'avais considéré comme un gadget du Mmh. président français, pas simplement qui n'aurait pas une durée de vie. Et la preuve, c'est que l'UPM jouit des beaux jours sous le ciel bleu de Barcelone. Mmh. Son seul objectif a été majeur, politique, a été de tuer le processus de Barcelone. Avec tous ses défauts, puisque j'étais aussi impliqué, tous ses défauts, le processus de Barcelone avait au moins un mérite qui était sur le plan politique et sécurité. Au moins celui-ci. Et alors, nous avions l'occasion de clouer au pied Israël sur ses politiques agressives dans la région. C'était un élément essentiel. Les Palestiniens pouvaient venir s'exprimer, les Palestiniens pouvaient venir négocier, les Palestiniens avaient une tribune pour parler de leur cause. Les Palestiniens avaient des amis, y compris au sein de l'Union européenne, et c'est un processus qui était compliqué. Il n'y avait pas, ce n'était pas une enceinte de négociation, mais de dialogue qui était en parallèle avec les processus de paix. Il y avait des échanges, des interactions ou des ponts entre les deux, mais ce cadre-là, en tout cas dans son volet politique et orienté sur le Moyen-Orient, a éclaté. Ça, c'est le mérite de l'UPM, mal mérite, entre guillemets, d'avoir fait éclater cette enceinte de dialogue sur la question du Moyen-Orient, sur la question palestinienne en particulier. Eh bien voilà, maintenant c'est le vide. Il n'y a plus rien d'autre dans la région qui puisse favoriser le dialogue dans la région entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et vous voyez que Israël s'est lâché, enfin, elle s'était déjà lâchée à l'époque à Gaza, mais alors elle est sans retenue et
elle ne donne plus aucune explication à ses partenaires, en tout cas ses partenaires européens au sein de ce qui était le processus de Barcelone. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et évidemment, cela est tout bénéfice pour Israël. Alors je dis bravo, bravo à l'UPM. Mhm. Pour faire le distinguo, hein, pour les personnes, les gens qui nous suivent dans l'immersive, hein, la différence entre la CPE et l'UPM, c'est que l'UPM réunit les 27 pays de l'Union européenne, plus tous les pays de la Méditerranée du Sud. La CPE exit les pays ils n'ont rien à voir, hein, les pays de la Méditerranée du Sud, mais c'est plutôt l'Europe géographique, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie, comme j'avais dit. Hum, est-ce qu'on peut considérer, pour dire, oui, Pour faire les choses simples, la CPE est orientée pour faire front à la Russie. Point. clairement. C'est tout. L'autre cadre auquel vous verrez, c'était un cadre de dialogue euro-méditerranéen, une toute autre sphère de dialogue, d'autres compétences, d'autres objectifs. Là, c'est un rassemblement, un front, puisqu'il est un front anti-russe. Maintenant, quelle est sa durée de vie? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que bon, la Turquie étant dedans, la Turquie a toujours une politique, c'est peut-être la seule, Mhm, dans ce concert qui est une politique autonome, qui décide mhm, par elle-même ou qui n'a pas de compte à rendre à l'Union européenne. Et tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle que l'Union européenne, à l'époque, ait décidé de ne pas la faire entrer dans l'Union européenne. Je me rappelle que dans les réunions euroméditerranéennes, lorsque la Turquie était dans un processus d'adhésion, elle faisait profil bas, elle faisait profil très bas. Et c'était une des règles du jeu que de s'aligner sur les décisions européennes. Et alors, elle était très effacée. À mon sens, c'est mon interprétation des événements, les Européens ont rendu service à l'époque, rendu service à la Turquie, qui a repris toute sa marge de manœuvre diplomatique et militaire. Elle n'a pas besoin d'un consensus européen pour aller en Libye ou ailleurs. Elle n'a pas besoin d'un consensus européen pour aller en Syrie. Elle est tout à fait autonome. C'est peut-être le seul pays dans ce grand format qui soit réellement autonome dans sa politique extérieure. Vous êtes aussi en train de me dire quelque part que la CPE est aussi une maigre consolation pour les États qui ne peuvent pas adhérer à l'Union européenne, comme la Turquie, parce que qu'on le veuille ou non, on n'adhérera jamais, bien qu'elle soit officiellement candidate à l'adhésion, ou comme la Norvège, qui ne fait pas partie, qui refuse d'elle-même de ne pas intégrer l'Union européenne. Est-ce que c'est bien cela aussi? Écoutez, cette présentation c'est un jeu classique de marketing diplomatique, parce qu'il faut bien trouver un argument euh, que l'on dit de consolation pour les pays qui n'ont pas vocation et qui ne pourront pas entrer dans l'Union européenne, mais cela, c'est classique. Et cela a été déjà fait. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Cela a été déjà fait avec la politique européenne de voisinage, qui, elle, est plus institutionnelle que, excusez du terme, c'est un terme gaulien, que ce machin Mm, de CPE, la politique de voisinage qui a été ouverte par l'Union européenne comme réceptacle des pays qui n'ont pas vocation à intégrer l'Union européenne, y compris à l'époque la Russie. Et la Russie a été fort humiliée par cette approche diplomatique, politique, parce que, si vous vous en rappelez, la Russie, qui était en difficulté, a été mise dans la même corbeille que la Moldavie. C'était totalement humiliant. C'est une des erreurs, entre parenthèses, psychologiques de l'Union européenne et de la Commission européenne que de mm, vouloir rabaisser, la Russie, alors qu'en même temps, elle négociait avec elle ses approvisionnements stratégiques en gaz.
Mais c'était ce double jeu. On fait commerce, business pour le gaz, mais pour le reste, vous ne comptez plus. Et là, et ça a été le concept un peu sous-jacent britannique de cette politique, conception de cette politique de voisinage. Vous êtes en train de parler de la PEV, hein, la politique européenne de voisinage, qui est devenue par la suite la nouvelle politique européenne de voisinage. Vous croyez, vous, à un de ces slogans, démocratiser plus, recevez plus, plus pour plus, more for more, dans le sens où l'Union européenne disait à ces pays qui ont intégré cette politique européenne de voisinage que si vous démocratisez plus, vous recevez plus d'argent. Il s'agissait bien sûr de tous ces pays du bassin, du sud du sud de la Méditerranée, plus bien sûr côté est, justement l'Ukraine, la Moldavie et tous ces pays-là. Et puis on va voir que tout l'argent est passé plutôt plus vers l'Ukraine à l'époque que vers les pays du sud de la Méditerranée. Comment vous, qui à l'époque du lancement de la PEV et de la nouvelle PEV, vous étiez en fonction, je me souviens, ambassadeur d'Algérie auprès de l'Union européenne et auprès du Royaume de Belgique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de tous ces slogans, au fond? Écoutez, vous savez, quand on est, en tout cas c'est mon expérience, lorsque vous êtes loin dans une capitale, vous avez une certaine perception de l'Union européenne, qui est plutôt attractive parce que c'est une construction malgré tout réussie. C'est un espace économique et commercial régulier. Il y a des libertés collectives et individuelles qui sont enviées partout, un respect des droits de l'homme, bien qu'avec la pandémie, les choses ont commencé à changer, et un espace aussi de solidarité, de soutien mutuel, bien que la solidarité en a pris un coup et la Grèce, on a subi le contre-choc. L'Italie, avec la pandémie, on a aussi subi le contre-choc. Et donc, dans tout cela, l'ensemble fait du sens. Mais cela ne constitue pas pour autant une entité politique. Alors, maintenant, cette politique de voisinage et sa rhétorique, elle a une rhétorique messianique qu'on ressent de près lorsqu'on est sur place, sur le terrain. Et c'est le gap que j'ai ressenti entre mes fonctions à Alger et ma fonction comme ambassadeur à Bruxelles. Lorsque vous êtes face à un partenaire de la Commission, ça n'est plus le même langage qu'un commissaire ou qu'un président de commission tient dans la capitale. Et quand vous êtes sur le terrain, des fois vous avez envie de renverser la table, tellement il y a de la condescendance dans les rapports avec les pays tiers. Et cette condescendance dans les rapports avec les pays tiers, elle apparaît dans les plans de voisinage, alors qu'ils soient rénovés ou pas, peu importe les principes. Les principes sont les mêmes, les règles budgétaires financières sont les mêmes, les décideurs sont les mêmes, les valeurs qui sont injectées et exportées sont toujours les mêmes. Maintenant, qu'il y ait un lifting dans une politique de voisinage, bon, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Mais en tout cas, quand j'ai vu l'élaboration des premiers plans de voisinage en direction de certains pays, franchement, j'ai eu honte. Et franchement, j'ai eu honte. Et j'ai fini par me dire, au bout du compte, Kadhafi avait raison de snober l'Union européenne. Il avait gardé son autonomie. Bien sûr, il en avait les moyens, mais pour les quelques miettes que certains pays recevaient de l'Union européenne, est-ce que ça valait le coup de subir la condescendance de la Commission européenne? J'étais franchement scandalisé. Alors, quel est l'impact? Écoutez, l'impact d'une pareille politique, il est dans les faits. Ce qu'on relève, c'est que par rapport aux pays asiatiques
totalement indépendants et loin de ce centre de gravité de cet aimant qu'est l'Union européenne, ils se sont mieux tirés d'affaire, et même certains pays africains se sont mieux tirés d'affaire que les pays en discussion et qui ont ouvert leur marché à l'Union européenne. En plus, occasionnellement, sinon régulièrement, subissant son message messianique sur les valeurs. Alors, moi, je suis partisan d'une autonomie complète par rapport aux politiques européennes. J'en ai fait l'expérience et il faudrait pouvoir ménager plus d'autonomie par rapport à la politique européenne, je dirais même plus. Il faudrait qu'on s'invente pour soi-même une politique de coopération vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Commission, voisinage ou pas, peu importe. C'est au pays partenaire de formuler sa propre politique et de proposer son agenda à l'Union européenne et pas l'inverse. Avec l'inverse, franchement, basta. Ça veut dire, si je comprends bien, hein, Monsieur Benadella, vous seriez d'accord avec la demande de l'Algérie, la demande récente, c'est déjà quelques années, quelques petites années, et encore récemment, depuis que l'Algérie a changé de, mmh, de chef d'État et de politique, globalement, elle a demandé officiellement à l'Union européenne de réévaluer l'accord d'association UE-Algérie, avec le recul qui vous caractérise aujourd'hui. Vous serez pour cette demande de réévaluation? Écoutez, évidemment, j'étais partie prenante à cet ensemble de discussions avec l'Union européenne. Et de mon point de vue, nous sommes allés un peu tard, pour une raison bien simple, parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est dans une capitale, dans un poste de responsabilité, on a une certaine perception des choses, et lorsque vous êtes le terrain, au quotidien, c'est franchement une autre perception. Alors, sur cette base, j'ai, mois de février 2004, j'ai écrit au président pour dire ce qui a été fait plus tard, pour dire exactement ce que vous me dites. Et donc, entre 2004 et le jour où cette décision a été prise, salutaire, mais qui devrait non pas examiner examiner le volet commercial, mais c'est toute la problématique de la relation avec l'Union européenne sur laquelle il faut réfléchir. Il y a tout un ensemble, la donne a complètement changé, les objectifs ont complètement changé, l'Algérie de 2000 d'aujourd'hui n'est plus celle de 2000, l'Union européenne n'est plus l'Union européenne de 2000, et alors l'esprit même de cet accord, qui a été, je vous le rappelle, formulé à la fin de la guerre froide. Nous sommes loin de la fin de la guerre froide. Ça a été formulé au début des années 90. Nous sommes très loin de cette époque. Et alors, il y a eu plusieurs bouleversements qui militent pour une révision, non pas du volet commercial, mais pour une révision intégrale. La donne a complètement changé, nos besoins ont complètement changé, notre stratégie de développement et la vision d'avenir ont complètement changé. Et alors, c'est à cela qu'il faut réfléchir. Et réfléchir sans faire appel à l'Union européenne, sans faire appel à un expert de la Commission européenne. Mmh. Monsieur Benatella, franchement, merci beaucoup pour ces moments de sincérité et de vérité. Vous l'avez dit avec vos mots tout à l'heure, pourquoi c'est toujours l'Europe qui propose, pourquoi c'est toujours l'Europe qui impose et pourquoi au fond et finalement c'est toujours l'Europe qui dispose. Et parce que vous l'avez dit avec vos mots en disant il faut que les politiques de coopération doivent venir de ces pays du Sud-là et pas toujours de l'Europe. J'ai envie qu'on passe à un autre point qui est aussi lié à toute cette
politique internationale, vous le savez, il y a quelques jours seulement, les pays membres de l'ONU ont voté à travers l'Assemblée de cette organisation des Nations Unies l'annexion de la Russie des 4 régions de l'Ukraine. Le résultat est que 143 pays ont voté contre l'annexion, 35 pays se sont abstenus, 5 ont voté pour l'annexion de la Russie. Et puis ces 5 pays, ce sont d'abord la Russie elle-même, la Biélorussie, la Syrie et la Corée du Nord. Je ne sais pas si ça fait déjà 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, je ne sais plus le 5e pays qui a voté aussi oui. On va le retrouver tout à l'heure. Il y a plusieurs lectures, Monsieur Benatala, plusieurs lectures à ce vote qui n'est pas officiel. Donc, il s'agit bien de l'Assemblée de l'ONU, mais pas d'une autre entité officielle de l'ONU. Quand on regarde les États, c'est vrai, 143 contre l'annexion, c'est lourd par rapport aux 35 pays qui se sont abstenus. Mais si vous faites une lecture au niveau du nombre des populations à qui appartiennent ces 35 pays, c'est énorme. Donc, sur les 35 pays qui se sont abstenus, on va retrouver la Chine, on va retrouver l'Inde, mais on va retrouver aussi votre pays, l'Algérie. Alors, quelle est votre lecture à vous? Bien, écoutez, il faut faire une connexion avec toutes les considérations que j'ai élaborées hier et aujourd'hui. Il y a des éléments, des considérations sous-jacentes qu'il faut pouvoir comprendre. Et sur ce vote qui est éminemment politique en particulier, donc à mon avis, les considérations de valeur ou de l'égalité internationale que les tenants de l'ordre actuel sont les premiers à ne pas respecter et à violer à n'importe quel moment, avec ou sans l'aval du Conseil de sécurité, eh bien, franchement, je vous le dirai, ils se contrefichent des fois de la légalité internationale. Du temps, je cite Bolton en personne avait dit « il faut qu'on se débarrasse de ces histoires de légalité et de droit international, c'est nous qui commandons, nous n'avons plus besoin d'être régulés par cet ordre international ». C'est lui-même qui l'a affirmé. Donc, je ne perds pas de vue l'esprit de notre époque, et sur ce vote en particulier, c'est très simple, je vote en faveur du vote de l'Algérie, qui est une considération lucide de l'état des relations internationales en plan géostratégique, un plan géostratégique qu'il ne faut pas dissocier des autres éléments conflictuels. Et personnellement, je considère que les gouvernants et intelligentsia, je ne parle pas des peuples encore une fois, ne sont pas les plus vertueux en la matière, qui ne sont pas des exportateurs nés des valeurs. Et alors, j'appuie fortement ce vote de l'abstention de l'Algérie. Je l'applaudis et j'ajouterai une explication de vote à cela pour dire que le jour où les tenants de l'ordre actuel se décideront à contrôler un pays hors la loi qu'est Israël pour faire respecter la légalité internationale et enfin donner droit au peuple palestinien, alors à ce moment-là, je reconsidérerai la question. Merci. Je pensais au 5e pays, comme ça on donne toute l'information entière, les 5 pays qui ont voté pour l'annexion de la Russie elle-même, la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua. J'avais un trou de mémoire tout à l'heure. Je pense qu'on va conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, tout simplement que le dialogue reprenne ses droits, que
que cette excitation guerrière cesse et que comme je vous l'ai dit, la clé du conflit, la clé de la crise est entre les mains des deux présidents qui devraient s'atteler des deux présidents américains et russes, s'entend, à trouver un compromis, à trouver une entente sur le plan stratégique et à trouver des compromis sur le terrain. Et si jamais on est parti sur une première croisade, ce qu'évidemment j'exclus, une première croisade Occident-Eurasie, même dans ce cas-là, je n'exclus pas, comme cela s'est passé auparavant, qu'il y ait des pauses tactiques, mais encore, même s'il y a des pauses tactiques, il faut pouvoir les transformer en construction positive de la paix. Très bien, Monsieur Benatella, c'était un plaisir de vous recevoir à cette immersive. J'espère avoir l'occasion de vous recevoir à un autre moment de l'histoire de notre monde. Merci, vraiment. Et à vous, et merci à votre organe indépendant qui permet comme ça qui nous permet des fois je ne le fais pas souvent, qui nous permet de nous extérioriser lorsque nous sommes interpellés par des situations aussi critiques et par le pilonnage. Des fois, je sens qu'il y a un tabassage des opinions publiques sur des questions aussi critiques que celle-là. Merci. Merci à vous. Au revoir.